Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h30. On va démarrer cette réunion d'un format webinaire. Avant toute chose, pour les personnes qui sont connectées, nous aurions voulu savoir si vous entendez. Le son est bon et clair. Très bien, oui. Oui, oui, tout à fait. On vous entend bien. Oui, très bien. Merci. Donc, écoutez, on va démarrer par des petites choses pratiques. Ça laissera le temps aussi participants un petit peu en retard de se connecter. Comme je vous disais, donc une réunion d'information d'un format webinaire, donc avec quelques notions d'usage afin de garantir la bonne tenue de ce webinaire. Au niveau, en premier lieu, ce webinaire est enregistré, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, il y aura un enregistrement pour les personnes qui n'auront pas pu y assister. Pour les interventions, deux types d'interventions possibles. L'intervention écrite, posez votre question dans le chat au niveau de la case conversation. Ou sinon, levez la main en cliquant sur le bouton du même nom. Pour les questions orales, en levant la main, on prévoit des temps de pause à la fin de chaque partie et on prendra à ce moment-là toutes les questions. Pour les questions écrites, vous les posez au fil de l'eau. Et dans le temps d'échange, on fera aussi un retour sur toutes ces questions. Donc, format webinaire, merci de bien désactiver vos micros pour la bonne tenue de la réunion. Pour ce webinaire, donc, au niveau de l'agence, nous allons la co-présenter à 3 voix, donc avec Madame Roy, Christelle Roy, qui est chargée de mission allocation de ressources à la DOSA, Madame Lise François, chargée de mission à la direction de l'innovation et de la stratégie, et moi-même, Raphaël Fernando, chargé de mission à la DOSA, et référent sur la réforme du financement du SMR. Ce webinaire est l'occasion pour nous de vous faire passer des informations. Nous l'organisons à la suite d'une dernière réunion CECAR où les membres, la discussion que nous avions avec les membres du CECAR nous ont conduit à organiser de manière plus globale ce webinaire afin de vous présenter l'état des travaux sur la partie dotation populationnelle. Hein, c'est celle qui nous intéresse. Donc, c'est une demande des membres du CECAR. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est le CECAR pour les personnes non initiées. Donc, une demande, entre autres, de la présidente, Madame Kenzie Lalu, qui est monsieur le vice-président, monsieur Saint-Supéry, que je salue s'ils sont connectés. Tout à fait, je salue aussi, pas de souci. Donc, voilà, c'est vraiment sur une demande des membres du CECAR, hein, ce webinaire, qui va se décomposer en 4 temps. En guise d'introduction, un rappel un rappel un peu théorique sur ce qu'est la dotation populationnelle. Sur le deuxième point, on fera un point d'étape sur le modèle régional de répartition de cette dotation et où on en est en BFC. Point numéro 3, qui est le point pratique, c'est la mise en œuvre dans la campagne budgétaire 2026, campagne budgétaire des établissements de santé. On a commencé avec une mise en œuvre partielle lors de la campagne initiale. Et puis, on finira sur les prochaines étapes de mise en œuvre du modèle que nous travaillons. Alors, la dotation populationnelle. Je reviens un petit peu très rapidement sur ce qu'elle est. C'est un compartiment, déjà, elle a été créée avec la nouvelle réforme de financement du SMR, hein, qui est active depuis 2024 en année pleine. Donc, c'est un compartiment qui a été créé à l'occasion de cette réforme. Avant la réforme, comme vous le savez, on avait un financement lié aux capacitaires sous forme d'enveloppe sur les établissements ex-DAF et puis un financement lié à l'activité sous forme d'une rémunération avec les prix de journée sur les ex-OQN. Donc, c'était des problème de souris, excusez-moi. Voilà. Donc, ce sont les deux enveloppes, c'était des enveloppes figées qui
était figé comme ça par rapport à un contexte historique, ou le financement qui était lié à l'activité, qui était aussi assez prévisible ou assez calculable en fonction du nombre de journées qui étaient effectuées. Donc, ces enveloppes, que ce soit les enveloppes fléchées ou les enveloppes à l'activité, étaient assez inégales entre les établissements. Sur des établissements à périmètre d'offres équivalentes, on peut avoir des écarts assez significatifs. Et avant la réforme, on n'avait qu'une vision locale de l'offre, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à l'établissement, à un établissement en tant que tel, et puis on discutait avec lui de sa stratégie, de son capacité. Donc la réforme est arrivée, a introduit cette notion de dotation populationnelle et avec elle cette notion de financement de la réponse aux besoins de la population. On a changé de paradigme, on ne s'intéresse plus aux capacitaires et à l'offre avec cette dotation. On s'intéresse aux réponses de chaque établissement aux besoins de la population. Ce qui est intéressant, et ce qu'on va travailler dans notre méthode qui va être développée plus tard, c'est comment on estime, comment on évalue ces besoins de la population. L'idée dans notre méthode, c'est de prévoir un financement stable et garanti au moins sur une période donnée. C'est ce qu'on appellera une trajectoire, la dotation populationnelle. On va calculer une dotation cible à plusieurs années. Et, ça donnera la trajectoire entre le moment N+1 et N+3, c'est ces 3 années, trajectoire de l'établissement sur cette dotation populationnelle. L'idée aussi dans les textes, et ça c'est repris au niveau national, c'est de réduire les inégalités territoriales donc, entre les régions, puisque la dotation populationnelle est une sous-enveloppe de l'ONDAM SMR qui est définie au niveau national, et après la DGOS la répartit dans chaque région en regardant selon des indicateurs à réduire les inégalités territoriales. Et par ricochet, au niveau de la région, nous aussi, avec notre modèle, on fera attention à réduire les inégalités au niveau de l'infra-régional. Donc, cette notion de réduction des inégalités va nous obliger d'avoir une vision régionale et plus locale, comme il était avant, de l'offre, et en essayant de l'adapter à la population, aux besoins de la population. Et toute l'idée de cette méthode de répartition de la dotation populationnelle est à la fois de financer chaque établissement en fonction de sa mission de réponse aux besoins de la population, et aussi faire attention que ces financements soient bien équilibrés au niveau de la région par rapport à l'offre et surtout par rapport aux besoins de la population. Donc les deux mis en parallèle fait que au niveau de cette répartition de dotation populationnelle, elle va aussi nous amener à réfléchir sur la stratégie de l'offre et de l'offre en région. Et ça, cette stratégie, on l'appliquera, on le fera en lien avec la réforme la révision du PRS qui aura lieu en 2023. Alors, les changements concrets de cette dotation populationnelle. Depuis la mise en œuvre de la réforme depuis 2024, chaque établissement a une allocation de dotation populationnelle qui est théorique et qui est issue de ses recettes historiques et calculée par la DGOS qui a calculé en fonction du poids de chaque établissement dans les recettes au niveau régional. Donc, c'est une dotation populationnelle qui est calculée de manière théorique et largement issue des financements historiques. Avec la méthode que nous sommes en train de travailler en région, l'idée, c'est de calculer une nouvelle dotation populationnelle pour chaque établissement qui tiendra compte des indicateurs des indicateurs populationnels, comme on dit, donc liés aux besoins de la population sur la région et sur les territoires. Donc, chaque établissement aura, dans un premier temps, une dotation populationnelle cible et il verra par rapport à sa dotation initiale théorique qui a été calculée, il pourra se positionner par rapport à la cible régionale.
Les écarts entre la dotation que vous avez actuellement et la cible régionale vont guider progressivement les allocations de ressources. Effectivement, les établissements qui seront gagnants par rapport à la dotation populationnelle cible vont pas combler petit à petit, année par année, les écarts. Et à contrario, les établissements qui seront au-dessus de la dotation populationnelle cible, on va réduire progressivement aussi leur dotation populationnelle. Donc, comme indiqué, ce financement à terme, à moyen terme, accompagnera aussi notre stratégie d'évolution de l'offre. On va être transformé à la marge. Ça sera très dépendant selon les territoires. Ces évolutions de l'offre vont s'inscrire dans cette cible régionale. Et cette cible régionale, comme j'indiquais, qui est basée sur calcul à travers des indicateurs populationnels, cette cible régionale a pour objectif de mieux couvrir les besoins de la population en région. 2026 ouvre pour nous, et en lien avec le CECAR, je reviendrai tout de suite après, une phase de transition pluriannuelle. Alors la transition sera progressive, la trajectoire aussi sera progressive avec une mise en œuvre encadrée, des simulations qui seront faites et diffusées et communiquées aux établissements afin d'ouvrir une période de transition plutôt douce pour les établissements et notamment les établissements qui seraient dans un cas de figure où seraient plutôt perdants par rapport à la nouvelle méthodologie en région. Alors, comme je le disais, je reviens parce que c'est important, le lieu de discussion entre les acteurs régionaux, c'est le CECAR, le Comité consultatif d'allocation de ressources. Dans ces périodes où on essaye de mettre en place cette nouvelle méthode qui n'est pas simple, qui est assez complexe, avec une période de transition et des trajectoires à calculer, on a beaucoup de discussions, et c'est logique, hein, avec le comité de consultation d'allocation de ressources. Donc, pour rappel, pour les participants, donc c'est un lieu d'échange, c'est un comité consultatif qui est réglementaire, qui est composé des représentants de fédérations, des représentants des usagers. Il y a 12 sièges, 10 pour les représentants des fédérations et 2 pour les représentants des usagers. C'est une instance de démocratie sanitaire consultative qui a à sa tête une présidente, Madame Kenzie Laluc, qui est directrice du groupement hospitalier de Saône, issu de la fédération FHF, et un vice-président, M. Saint-Supéry, directeur clinique du groupe Inicea, issu de la fédération hospitalière privée. Donc là, dans les textes, CECAR a un périmètre de consultation. Il doit donner son avis sur les critères de répartition de la dotation populationnelle, et notamment à travers ces critères de répartition, il doit donner son avis sur les indicateurs populationnels retenus. Son avis aussi à donner sur la transformation de l'offre et sur certains parcours. Ça, ce sont les textes. Et sur des nouvelles activités qui peuvent faire l'objet d'appels à projets par l'ARS. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le cadre d'une stratégie régionale, si on s'aperçoit sur certains territoires, nous avons besoin de consolider l'offre en SMR sur certaines mentions, pas possible de lancer des appels à projets dans le cadre de cette stratégie d'offre sur SMR. Donc, il émet un avis au nom de son comité sur tous les points sur lesquels il est consulté. Le CECAR se réunit minimum 2 fois par an, c'est souvent 3 à 4 fois. Il a effectivement un avis à donner avant la notification de ressources dans le cadre de la campagne budgétaire des établissements de santé. Et au niveau régional, nous avons aussi créé un GT SMR qui permet aussi de débriefer les sujets qui seront vus au niveau du CECAR et qui permet aussi de travailler de manière beaucoup plus technique sur cette méthode régionale de répartition de la dotation populationnelle. Donc le GT-SMR, ce sont des personnes issues du CECAR et sur lesquelles on a élargi à des personnalités expertes dans le SMR, à la fois sur le financement ou sur l'information médicale. Ce GT-SMR qui, en appui du CECAR, se réunit 5 fois par an. Et jusqu'à présent, le principal sujet de ce groupe technique régional, c'était
la co-construction de la méthode régionale de répartition de la dotation. Voilà pour la première partie. Place aux questions s'il y en a. Oui, dans le chat. La cible a-t-elle été déjà notifiée aux établissements et puis des nouvelles autorisations non encore mises en œuvre? Non, la cible n'a pas été notifiée aux établissements. Pour la bonne et simple raison, on le verra dans la suite du webinaire. Le CECAR doit donner son avis sur les critères populationnels retenus, ce qui sera fait dans le cadre du second semestre. Les nouvelles autorisations non encore mises en œuvre. Là aussi, c'est un chantier que l'on démarre en lien avec la dotation populationnelle. Il faut que l'on adapte notre méthode aux nouvelles autorisations qui vont s'ouvrir dans les années à venir et pour lesquelles la dotation populationnelle devra être modulée. Une notification est déjà intervenue en C1 sur la DOT-POP. Oui, on va vous l'expliquer dans les deux parties suivantes. C'était aussi l'objet de ce webinaire, un petit peu vous expliquer ce qui a été fait en C1. Une notification est intervenue, mais ce n'est pas une cible qui a été notifiée, mais par contre, on met en réserve une partie de cette dotation populationnelle avec un objectif, je vous ai dit, d'une application plutôt au second semestre. Non, le national vient abonder. Le national ne vient pas abonder pour des nouvelles activités. Le national abonde chaque année la dotation populationnelle avec deux types d'enveloppes, une dotation de croissance qui est votée ça dans le cadre de la loi de finances de sécurité sociale et dans le cadre d'une deuxième sous-enveloppe qui est une dotation de rattrapage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi une réduction des inégalités entre régions et il se trouve que la BFC était historiquement sous-dotée, donc juste en 2028, on a une vision que là-dessus, on a une enveloppe de rattrapage sur le SNR, au niveau de la dotation populationnelle. Non, la dotation de transition, pour répondre à la question, il y a déjà une dotation de transition en cours, oui, qui va s'éteindre progressivement en 2027. Ce n'est pas une nouvelle dotation de transition qui va s'ajouter. La dotation de transition, techniquement, effectivement, elle vous est notifiée, elle est inclue dans le compartiment de la dotation populationnelle, mais c'est un vecteur de financement à part. Et la dotation populationnelle, on notifiera une fois la méthode validée par le CECAR, la dotation de transition est exclue. C'est hors dotation de transition. La dotation populationnelle des nouvelles autorisations sera déterminée dans les années à venir. Ça veut dire que nous ne pourrons pas mettre en œuvre ces autorisations dans plusieurs années. Ce n'est pas tout à fait ça. On est en train de travailler sur un modèle, mais ce qu'il y a, comme j'ai déjà indiqué, la dotation populationnelle, elle se base sur les besoins de la population. Donc, lorsque le modèle sera déjà calculé, s'il est validé et lorsqu'il sera calculé, ça prendra déjà en compte le besoin. Donc, effectivement, dans les nouvelles autorisations, on a déjà un besoin qui est déjà pris en compte. Effectivement, après, nous, il faut qu'on travaille de manière plus finement sur les nouvelles autorisations. D'une part, pour les faire rentrer dans l'enveloppe de la DOT-POP prévue, et d'autre part, pour les allouer au moment où elles sont mises en œuvre, sur l'année de mise en œuvre. Alors, elles ont été autorisées car elles répondent à un besoin. Oui, effectivement, elles répondent à un besoin, à une réponse qui a été un schéma qui a été indiqué dans le cadre du PRS. Le schéma en 2023, on était encore dans l'ancien modèle, même si on savait que le nouveau modèle allait s'appliquer. Il prend en compte effectivement des besoins qui ont été perçus. Et voilà, comme vous le savez,
l'offre s'adapte aux besoins et quand on va réviser le PRS, une partie des besoins aura été partie des besoins dans le cadre de ce PRS. Il y aura une réponse déjà apportée, donc on va, dans le cadre d'une révision de PRS, revoir aussi ce qui reste les besoins qui restent vacants dans la région. Alors, les dotations populationnelles pour les nouvelles mentions mises en œuvre dans les années à venir. La dotation populationnelle cible qui sera calculée à 3 ans va prendre en compte les besoins de la population sur un territoire. Quand vous allez mettre une nouvelle mention dans un territoire sur les années à venir, on va calculer déjà la réponse apportée dans le cadre de la dotation populationnelle cible et on abondera effectivement si celle-ci n'est pas suffisante. Mais si elle est suffisante, il est fort probable que dans le cadre des nouvelles activités, il n'y ait pas d'abondement de la dotation populationnelle puisque c'est déjà, on le prévoit déjà, on le prévoit déjà dans le calcul de la méthode régionale. Il faut bien sortir ce que je disais du paradigme d'avance. Ce n'est pas parce qu'on augmente son offre qu'on répond à un besoin. La dotation populationnelle viendra en réponse, est un financement en réponse aux besoins de la population. Effectivement, chaque nouvelle activité sera calculée au cas par cas. On va faire tourner un modèle, on va le comparer à la dotation populationnelle cible qui aura été calculée au préalable. Effectivement, si on voit que la nouvelle activité répond à un besoin qui n'était pas inclus dans nos premiers calculs, il y aura un abondement. Au contraire, vous aurez la dotation cible qui aura été calculée dans le cadre du premier calcul. Est-ce que l'établissement doit rendre compte ou faire un retour sur l'utilisation de cette dotation? Non, pas pour l'instant. En revanche, on va la réactualiser. L'idée, c'est de la réactualiser tous les 3 ans. Qu'en est-il de l'augmentation de l'activité? L'augmentation de l'activité, elle est prise en compte par le compartiment d'activité, y compris pour l'HDJ, HC et HDJ. Est-ce que le modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui est national ou régional? Il est régional. En revanche, on en reparlera plus tard, le national avec l'ATIH travaille aussi sur un autre modèle avec de fortes similitudes. Et c'est aussi un chantier que l'on va mener au second semestre, c'est faire un comparatif entre nos deux méthodes. C'était la question de Madame Visconti. Un risque de devoir commencer à perte. Ça, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, effectivement, c'est compliqué de se projeter à l'heure où on vous parle. Ce sera beaucoup plus clair quand on vous calculera déjà une dotation populationnelle cible avec la trajectoire qui atteint. Pour les établissements avec une nouvelle activité qui n'avait pas de SMR avant, les nouveaux SMR, vous allez avoir une vision avec cette dotation populationnelle première qu'on va vous calculer, qui va vous donner une trajectoire de financement. L'augmentation d'un capacitaire ou la mise en œuvre d'une nouvelle mention n'entraînera pas de réévaluation de la note POP. Voilà, c'est ce que je dis, pas nécessairement. Alors, l'augmentation d'un capacitaire, très peu, puisque effectivement, ou alors il faut que cela réponde à un besoin identifié dans notre modèle. En revanche, la mise en œuvre d'une nouvelle mention, si, ça entraînera une réévaluation de la note POP. Je pense notamment sur les nouvelles mentions onco, logique qu'on a données et hémato-onco qui sont en cours de mise en œuvre. Peut-être juste pour compléter là-dessus sur l'évolution du capacitaire, ce qu'il faut bien avoir en tête, puis on va revenir dessus dans la présentation, c'est que la dotation populationnelle cible qu'on va vous calculer, elle tient compte du besoin de la population, elle va tenir compte finalement si on considère que votre population elle a un besoin de capacitaire en plus, on va déjà l'intégrer dans la dotation populationnelle cible initiale. Donc, dans ce cadre-là, il n'y aura pas de revalorisation après parce que finalement, elle sera déjà dans l'initiale.
si on considère que la population a besoin de plus de capacitaires. C'est-à-dire que d'emblée, vous aurez une notation populationnelle qui ne tiendra pas compte ni de votre capacitaire, mais vraiment des besoins de la population. Et si vous, au niveau de votre établissement, votre réponse elle est insuffisante, vous avez quand même une dotation populationnelle théoriquement supérieure à alors, si on avait voulu être très fin par rapport aux capacitaires, supérieure à ce que vous proposez. Mais l'esprit de la dotation populationnelle, c'est, comme on disait, partir des besoins de la population. Alors oui, se pose la question de l'équilibre financier. Alors effectivement, de toute façon, tant que vous n'avez pas toutes les informations sur tous les établissements, on comprend bien que les établissements ne vont pas lancer une activité s'il n'y a pas d'équilibre. Mais à ce jour, en l'absence de données chiffrées totalement validées et aussi très concrètes, on peut pas vous indiquer s'il y aura des équilibres financiers ou pas. Et c'est sûr, on fera attention, on regardera et on étudiera au cas par cas. C'est une question, enfin, de toute façon, c'est une préoccupation que nous avons nous aussi, mais il faut bien se rendre compte que la dotation populationnelle n'est qu'un compartiment parmi tant d'autres. Donc, pour savoir si l'activité sera à l'équilibre, il faudra aussi faire des simulations à la fois sur votre activité, et là, c'est propre à chaque établissement, puis sur les autres compartiments, que ce soit MIG, AC, plateau technique et activité d'expertise. Monsieur Yen, pour une question à l'oral. Allez-y. Oui, bonjour. J'ai bien entendu l'ensemble de vos réponses et je suppose que la suite de votre présentation va répondre aussi à un certain nombre d'autres interrogations. Mais pour être sûr de bien comprendre, vous aurez compris que la dotation populationnelle pour nos activités, c'est indispensable et il n'y a aucun modèle qui peut fonctionner de façon équilibrée sans cette dotation populationnelle. Et quand on parle de nouvelles autorisations, je veux être sûr qu'on parle bien des mêmes choses. On a revu ces derniers mois, ces dernières années, les régimes des autorisations et de nouvelles autorisations ont été attribuées dans ce cadre-là. Mais elles ne sont, pour la majorité d'entre elles, pas encore mises en œuvre. Est-ce que ce sont ces autorisations-là qu'on appelle nouvelles autorisations ou est-ce que ce sont d'autres autorisations à venir, d'autorisations qui pourraient être accordées, pour lesquelles on réviserait la note POP? Parce que si on parle des autorisations qui viennent d'être données, je vous rappelle qu'on a un délai quand même pour les mettre en œuvre avant qu'elles ne soient caduques. Or, dans le discours que vous nous donnez aujourd'hui, j'entends, il me semble, qu'on a besoin d'un délai pour savoir, pour calculer, mais dans 2 ans, l'ensemble de ces autorisations, elles seront caduques et normalement, sauf exception, aucune n'aura pu être lancée parce qu'aucune ne vole sans la dot POP. Et c'est une erreur, ça serait une faute de gestion que de lancer une activité à perte. Aucun établissement, qu'il soit privé ou public, enfin moi je m'avance peut-être un petit peu, mais ne peut se permettre de lancer une activité à perte. A fortiori, en ce moment, dans notre contexte sanitaire actuel, où aucun établissement n'est à l'équilibre, pratiquement, ou de moins en moins, aucun établissement ne se lancera sur une activité à perte. Or, les simulations dont vous parlez, elles sont faites dans les établissements. Hein. On part sur une activité cible, on les a les modèles, et on sait que ça ne marche pas sans dotation populationnelle. C'est pas possible. Le compartiment activité n'est pas suffisant. Donc, moi, mon interrogation, c'est dans quel délai est-ce qu'on va être en mesure d'avoir ces informations sur les dot POP attribuées aux nouvelles activités qui ont été autorisées pour qu'on sache dans quel délai on pourra ou non les lancer et donc l'impact que ça aura sur l'offre de soins dans les 2 ans qui viennent. Non, mais on est tout à fait d'accord, vous avez bien résumé le problème. Alors, dans quel délai? Ça va venir dans la suite de la présentation. C'est pour ça qu'on travaille à ce modèle régional et on travaille aussi à cette validation sur 2026 parce qu'effectivement, il faut que nous, on puisse vous apporter des simulations de dot POP afin de mettre la pièce du puzzle qui manque à toutes vos simulations en cas des nouvelles activités.
Donc, on va y revenir dans la suite du webinaire, mais effectivement, l'idée, c'est fin 2026 d'apporter cette vision aux établissements pour qu'ils puissent après se projeter dans le cadre de ces nouvelles activités, comme vous le dites, comme tout bon gestionnaire, pour ne pas ouvrir une activité à perte. Donc, c'est bien pour ça qu'on s'active sur nos travaux. Mais l'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de faire un point d'étape et vous dire ce qui va se passer au cours du second semestre. Et j'espère que vous y verrez plus clair à la fin de notre webinaire. Madame Dormeyer. Oui, bonjour, merci. Je voudrais appuyer ce que vient de dire M. Yem. Il y a quand même plusieurs questions qui ont été posées effectivement sur le financement de ces nouvelles activités et de nouvelles autorisations. Je vais demander effectivement au nom de la FHF et pour le secteur public, est-ce que ce mode de financement soit bien clair, clarifié, cadré, qu'on puisse apprécier l'origine de ces financements nouveaux et leur inscription dans la transition, dans la constitution du modèle de manière relativement rapide, parce que ce qui a été dit dans le chat et ce qui a été dit par M. Yem est tout à fait correct. On ne voit pas comment on peut s'engager et dans la réforme financière et transformer l'offre sans comprendre exactement et cadrer ce financement nouveau. Merci. Oui, la réponse rejoint ce que j'ai dit à M. Yem. Il y a juste il y a des aspects réglementaires à respecter. On ne peut pas vous donner de projection, de simulation, tant qu'on n'a pas fait valider la méthode par le CECAR. Il y a des préalables. Le CECAR donne son avis. Voilà, si l'avis est positif, et ben après, on met en œuvre le modèle. Si l'avis du CECAR est négatif, ben, il faudra se rabattre sur une autre méthode. Donc, pour l'instant, on fait les choses petit à petit dans l'ordre. Là, on est prêt, on est prêt avec notre méthode, avec nos indicateurs. Il faut qu'on les fasse valider au CECAR à la rentrée, dans un premier temps, faire valider les indicateurs. Après, on fait tourner le modèle et on fait valider dans un second temps, sur le CECAR de novembre, on fait valider les simulations et après, on pourra communiquer. Dernière question, parce qu'il faut qu'on poursuive. Sera-t-il possible de simuler le montant de la dotation populationnelle avant de lancer l'activité? Alors, simuler, c'est nous qui vous donnerons la simulation, effectivement, sur cette nouvelle activité, sur les nouvelles autorisations. Hein, on les connaît, les nouvelles autorisations issues de la fenêtre de 2025. Alors, pour reprendre ce que disait M. Yem, on est bien sur les nouvelles autorisations, on n'est pas sur les reconductions. Et je tiens à préciser que mettre en œuvre de l'hospitalisation partielle quand on avait déjà l'autorisation en hospitalisation complète, ce n'est pas une nouvelle autorisation, c'est juste se conformer à la réglementation. Quand on parle de nouvelles autorisations, c'est bien la mise en œuvre de nouvelles mentions. Donc, on les connaît. Donc, effectivement, on vous enverra les simulations de DOT-POP. Ça, vous pourrez étudier et compléter avec vos éléments en interne pour voir avant de lancer l'activité. Monsieur Rem, très rapidement, il faut vraiment qu'on poursuive. Parce que les réponses vont peut-être venir oui, aussi. pardon, mais rapidement, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Les autorisations anciennes, avant la réforme, elles étaient soit sur de l'HC, soit sur de l'HTP. Et ce n'était pas une obligation d'avoir les deux. Il se trouve qu'avec la réforme, c'est une obligation d'avoir les deux. D'accord? Très bien. Donc, quelque part, c'est une nouvelle autorisation parce que les organisations à mettre en œuvre ne sont pas du tout les mêmes et les coûts de cette mise en œuvre ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce que vous venez de dire, moi, m'interroge parce que quand bien même c'est la reconduction d'une activité ancienne, on ne parle pas d'une nouvelle activité, mais c'est l'ouverture d'une nouvelle forme de prise en charge dans cette activité ancienne, pareil, dans les simulations, ça ne vole pas avec ce qu'on a actuellement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra quand même qu'on rediscute et on en reparlera sans doute au travers des CECAR. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important parce que le modèle ne marche pas. En fonction de ce que vous venez de nous dire, hein. Ça ne pourra pas marcher dans un certain nombre de cas.
Non, mais dans notre modèle régional, quand on prend en compte, nous, on prend en compte le SMR dans sa nouvelle mouture réglementaire. On calcule HP et HC sur les besoins de la population. Donc, quelque part, dans les simulations de DotPop que vous aurez, c'est inclus dedans. C'est inclus pour tout le monde. Maintenant, on n'est plus, on fait table rase de l'historique, on part sur les nouvelles conditions techniques de fonctionnement et c'est HP plus HC, et y compris dans le calcul de la dotation populationnelle. Le besoin concerne les deux modes de prise en charge, le besoin de la population. Il n'est pas scindé entre il y a un besoin en HC et un besoin en HP, il y a un besoin sur les modalités. Bien, donc je vais laisser la main à Madame François pour la poursuite et pour la présentation du point d'étape de ce modèle régional. Merci, Raphaël. Donc, on va faire le point donc, sur la méthode régionale qu'on a co-construite avec le CECAR, Raphaël l'a expliqué. Et comme on en a déjà discuté, hein, c'est la méthode régionale n'est pas encore appliquée au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans les tuyaux. Donc, on va voir, il y a certains points qui sont déjà été retenus, certains principes qui ont déjà été retenus et d'autres qui sont encore à aboutir. Avant de vous présenter la méthode, juste un petit rappel, bon, on a déjà parlé un petit peu en début de séance, comment cette enveloppe, donc on a une enveloppe régionale de dotation populationnelle à répartir, mais comment on l'obtient? Donc, au départ, en fait, il y a une enveloppe nationale de dotation populationnelle qui est répartie par la DGOS entre les régions. Et à ce moment-là, elle est répartie selon un principe de rééquilibrage des financements entre les régions. Donc, c'est-à-dire que les régions, il y a un principe, c'est ce qu'on appelle un principe de rattrapage. Donc, chaque région perçoit ses recettes de l'année N-1 plus une enveloppe de mesures nouvelles qu'on appelle de la croissance pour tous. Et certaines régions ont en plus une enveloppe de rattrapage quand elles sont considérées comme insuffisamment financées par rapport aux autres régions. Donc ça, c'est notre cas. Donc, on a une petite enveloppe supplémentaire pour aller rattraper les autres. C'est vraiment l'idée. Donc, à partir de là, on a notre enveloppe régionale et donc, notre rôle, c'est de la répartir entre vos établissements. Donc, comme on l'a dit, c'est une méthode qui est en co-construction avec le CECAR. Elle suit également un principe de rééquilibrage des financements, mais cette fois-ci entre les établissements de la région. Et donc, elle va être soumise à l'avis du CECAR pour, donc, est-ce qu'on l'applique ou pas, puis à la décision de la DGARS. Donc, cette méthode, elle a pour objectif, en fait, elle part du besoin de la population pour atteindre une trajectoire de financement. Donc là, on le voit ici, elle est composée de 4 étapes. Donc les 4 étapes, on va revenir dessus au fur et à mesure de la présentation un peu plus en détail. La première étape, c'est vraiment on part du territoire et on estime le besoin de soins pour la population de ce territoire. Et c'est là, on va le voir, qu'interviennent les critères populationnels dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ensuite, on rattache ce besoin qui au départ est par territoire, c'est vraiment la base, les zones par territoire. Ensuite, on le rattache dans un second temps aux établissements en fonction de leur contribution à ces territoires. Dans un troisième temps, on va transformer le besoin en dotation populationnelle cible. C'est dans la troisième étape, on valorise le besoin, donc on répartit l'enveloppe régionale qu'on a à notre disposition en fonction du besoin qu'on aura rattaché à chaque établissement pour obtenir donc, ce qu'on appelle une dotation populationnelle cible. On a déjà commencé à en parler, qui est finalement la dotation telle qu'elle devrait être pour couvrir le besoin de la population. Et enfin, une quatrième étape nécessaire qui, en fait, pose la question du chemin, comment on fait pour atteindre la dotation populationnelle cible en partant du financement actuel de dotation populationnelle. Et donc, c'est là où on construit une trajectoire progressive. Point important dans cette méthode, c'est qu'on voit bien, la méthode ne part pas des recettes historiques.
on part du besoin de la population, on construit une cible sur ce besoin et on organise progressivement la convergence vers la cible. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, vraiment. On est vraiment, comme Raphaël l'a expliqué au début, dans un nouveau paradigme où on change vraiment de mode de finance par rapport à l'ancien finance. Donc, avant de revenir sur chacune des 4 étapes, un petit point de méthode qui est quand même assez importante, c'est qu'on a fait le choix de construire notre méthode autour des types de recours. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un type de recours? En fait, on a fait, voilà, au fur et à mesure de nos travaux, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des populations qui pouvaient être parfois différentes, avec des prises en charge différentes et un comportement face aux besoins différents. Donc, par exemple, quand on regarde une population, enfin, on voit bien qu'une population jeune n'attend pas le même type de prise en charge en SMR qu'une population âgée et n'a pas non plus le même comportement face aux besoins. Donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on parte sur une cible globale indifférenciée, mais qu'on raisonne par type de recours. Donc, en type de recours, on a identifié d'un côté le type de recours de proximité, donc vraiment l'offre qu'on peut considérer comme le polyvalent, qu'on a scindé par tranche d'âge, parce qu'on s'est aperçu donc qu'en fonction de l'âge, on n'attendait pas le même type de prise en charge et il n'y avait pas le même comportement face aux besoins. Donc, on a identifié 3 tranches d'âge, les 18-59, les 60-79 et les 80 ans et plus. Et on a également distingué ce qu'on appelle les recours infrarégionaux. Donc, c'est en fait les recours qui vont au-delà de la proximité du patient et qui peuvent prendre en charge des patients sur tout le territoire. Donc, notamment, en fait, on retrouve ici les autorisations. Donc, neurologie, locomoteur, cardiovasculaire, pneumologie, nutrition, addictologie et oncologie, hématologie et hématologie. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et donc, finalement, par rapport au modèle que je vous ai montré auparavant, les 3 premières étapes, elles vont se répéter par type de recours. Pour chaque type de recours, on estime un besoin de soins sur le territoire, qu'on rattache aux établissements, qu'on valorise. Ça vraiment tous les types de recours. Et ensuite, on somme tous les besoins valorisés pour avoir la dotation populationnelle cible. Alors, ensuite, on va faire le tour des étapes. Donc, la première étape, c'est l'estimation du besoin de soins des territoires. Donc, l'idée, c'est de tenir compte du fait que chaque citoyen n'a pas forcément le même besoin. On utilise pour ça ce qu'on appelle un modèle populationnel. Donc, pour faire ça, en fait, c'est un modèle où on estime un besoin qui est proportionnel à la population. Plus il y a d'habitants dans un territoire, plus on va estimer le besoin, c'est mécanique. Mais on va les favoriser à l'intérieur des populations du territoire, les populations qui sont vulnérables aux besoins de soins. Et c'est là qu'interviennent les critères populationnels. Donc, pour prendre un petit exemple, par exemple, les personnes âgées ont un besoin plus important de soins en SMR que les personnes jeunes. Donc, on va choisir comme critère populationnel la part des personnes âgées sur le territoire. Et donc, en appliquant ce critère, on va majorer, on va estimer un besoin plus important sur les territoires où la population est âgée que sur les territoires où la population est plutôt jeune. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, quand vous aurez la liste des critères populationnels, retenir que ce critère derrière, finalement, ça veut dire qu'on favorise une certaine population, donc en fonction de la nature du critère. Donc, sur cette étape-là, on a déjà retenu quand même un certain nombre de principes, quasiment tout. On est parti donc, sur une estimation par type de recours, avec des critères qui sont adaptés selon le type de recours, c'est ce que je vous disais. Comme les populations, les types de recours ont un comportement différent aux besoins, les critères ne sont pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, pour la proximité, on a principalement par exemple, le critère de l'âge qui va jouer, alors que sur les recours, le recours de neurologie, par exemple, on va avoir une prévalence. Par exemple, le recours de nutrition, on va avoir la prévalence d'obésité qui va intervenir.
pour ajuster le besoin à la population. Donc, parmi les critères qu'on a travaillés, on a donc des critères, donc vraiment pour prendre en compte la vulnérabilité de population. Donc, c'est des critères de type démographique, socio-épidémiologique. Donc, en ça, on retrouve l'âge, la pauvreté, je vous les ai listés un petit peu en dessous. L'âge, la pauvreté, la prévalence, selon les spécialités. On retrouve aussi des critères d'accessibilité à l'offre de soins SMR. Hein, c'est vraiment pour prendre en compte le renoncement aux soins sur les territoires éloignés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de nos travaux. C'est qu'on s'est aperçu, et enfin, c'est assez flagrant, que plus un territoire est éloigné d'une offre SMR, moins il a accès. Donc, ça vaut pour la proximité, ça vaut aussi ça vaut surtout même pour les recours infrarégionaux par spécialité. Donc, c'était intéressant pour nous d'intégrer ce critère d'accessibilité pour tenir compte qu'aujourd'hui, il y a un renoncement aux soins, mais que dans notre trajectoire, dans notre transformation de l'offre, on souhaite réduire ce renoncement aux soins. Et enfin, on a retenu également des critères plutôt de type environnement de prise en charge, donc notamment la densité d'infirmières sur un territoire, le capacitaire de SIAD, pour prendre en compte les alternatives en SMR. Parce que donc, quand il y a une offre sur ce territoire-là, il y a moins de besoins en SMR. Voilà. Donc, ce qui reste sur cette étape, ce qui reste à arbitrer, c'est vraiment la liste définitive des critères. Il y a une liste qui a été construite avec le groupe de travail, notamment, qui a déjà été présentée en SECAR, mais qui n'a pas été encore soumis à avis. Donc, ça sera un des prochains avis. Exactement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rattacher le besoin aux établissements. Donc là, on va tenir compte de la contribution de chaque établissement à la prise en charge des territoires. Donc, pour faire très simple, si vous êtes le seul à couvrir la population d'un territoire, on va vous attribuer l'entièreté du besoin de ce territoire. Si vous êtes plusieurs, on va regarder la quote-part que prenez en charge et on va répartir le besoin en fonction de cette quote-part. Donc, l'idée, c'est vraiment de refléter le périmètre réel de prise en charge des établissements. Donc, ce qui a déjà été retenu sur cette étape-là, c'est d'utiliser les flux de patients donc, entre territoire et établissement qu'on observe en 2025, en se disant que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui est en train de se passer en 2026 et les années suivantes. On distingue toujours les flux par type de recours, c'est-à-dire qu'on attribue du besoin de neurologie, par exemple, aux établissements qui produisent qui prennent en charge aujourd'hui des patients en neurologie. Et on prend en compte les flux entrants. Donc, les flux entrants, c'est les patients qui sont domiciliés dans une autre région, mais qui viennent être pris en charge dans nos établissements. Ou inversement, on prend en compte également les flux sortants si on a une population qui part dans un établissement d'une autre région. On tient compte des deux types de flux au moment de cette étape. Ce qui reste à arbitrer, c'est donc l'effet des nouvelles autorisations ou des changements récents d'offres sur la contribution à la prise en charge du territoire. Ensuite, la troisième étape, c'est la transformation du besoin en dotation populationnelle cible. Donc là, c'est dans cette étape-là, en fait, qu'on prend l'intégralité de l'enveloppe régionale de dotation populationnelle et qu'on la répartit selon le besoin en utilisant une règle commune. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une application à 100% du modèle. C'est pour ça que finalement, c'est un montant qui est théorique. C'est vraiment la cible telle qu'on aimerait l'atteindre. On va le voir plus tard, on ne va pas forcément l'atteindre à la fin de notre première trajectoire. Vraiment, l'idée qu'il faut retenir ici, et c'est vraiment un des objectifs de la dotation populationnelle, c'est d'établir un financement équitable à besoins comparables. Donc, pour deux établissements qui ont un besoin comparable,
ils vont avoir en dotation populationnelle cible un financement équitable. Et c'est donc avec une règle commune, en fait, qu'on peut atteindre ce financement équitable. Donc, ce qui a été retenu dans cette étape-là, c'est vraiment une valorisation commune du besoin de soins, une application de pondération par type de recours. Donc, ça veut dire quand même qu'on va valoriser de façon différente un recours de proximité de 18,59 par exemple, d'un recours de proximité de 80 et plus, ou d'un recours de neurologie. On va leur donner une valorisation différente parce qu'ils n'ont pas même charge. Et enfin, Raphaël en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, dans notre modèle, on ne différencie pas le mode d'hospitalisation. On considère vraiment le besoin de la population comme un ensemble. Donc, ça veut dire en fait que dans notre modèle, techniquement, on valorise de la même façon, finalement, un patient, et après, c'est à l'établissement de choisir s'il va le prendre en hospitalisation complète ou en hospitalisation partielle. Mais donc, c'est par cette même valorisation mécaniquement qu'on incite à l'hospitalisation partielle. Ce qui reste à arbitrer dans cette étape, c'est donc le niveau des pondérations par type de recours, les derniers travaux qu'on a menés avec le groupe de travail, le fait de reconnaître financièrement les autorisations de la dotation populationnelle. Donc là, Raphaël en a déjà un peu parlé aussi tout à l'heure. Initialement, on n'avait pas intégré les autorisations, et donc là, avec les derniers travaux qu'on a conduits, donc toujours avec le groupe de travail, la question s'est posée. Donc, on est en train de travailler dessus. Voilà, donc ça sera soumis à avis du CECAR à la rentrée. Et puis également, dernière question importante, c'est est-ce qu'on distingue la dotation populationnelle selon le secteur de financement? Donc, sachant qu'ici, vous voyez, dans tout ce que je vous ai présenté, pour le moment, on ne parle pas de secteur. La méthode, elle peut être appliquée uniformément, quel que soit le secteur de financement. Mais c'est également possible de différencier par secteur et dès le départ, d'avoir une enveloppe pour les ex-DAF, une enveloppe pour les ex-DAF. Donc, c'est quelque chose pareil qui sera soumis à avis du CECAR. Pour terminer sur cette étape 3, ce qui est vraiment important, on a déjà parlé, mais on insiste dessus, c'est que c'est un financement, voilà, on voit bien ici, on est sur un financement à la population, on n'est pas sur un financement à l'acte de l'activité identifiée. Donc, notre méthode, elle n'a pas vocation à financer individuellement chaque activité, mais elle couvre le besoin de santé de la population. On va vraiment vous donner une enveloppe qui doit répondre aux besoins de la population. Et après, c'est à vous, établissement, d'avoir la responsabilité d'organiser la réponse la plus adaptée. Donc, en proposant une hospitalisation complète, partielle au patient, de faire évoluer les types de prise en charge ou de s'articuler avec les autres acteurs du territoire. Ensuite, étape 4, donc c'est la dernière étape, c'est la définition d'une trajectoire progressive. Donc ici, on l'a déjà dit, hein, la cible, voilà, c'est la répartition de l'enveloppe vraiment à 100%, en faisant totalement abstraction du passé, des dotations populationnelles actuelles. Donc, elle ne va pas être appliquée brutalement. L'idée, c'est qu'elle va nous servir à construire une trajectoire pluriannuelle, chacun des établissements. On en a déjà un petit peu parlé, la dotation populationnelle cible, elle ne sera pas forcément atteinte dans la période pluriannuelle qu'on envisage. Déjà, elle va dépendre de l'écart entre la cible et les recettes de COP actuelles pour chacun des établissements. Donc, si vous êtes proche de votre cible, c'est possible qu'à la fin de la période, vous ayez atteint la cible. Mais si vous êtes très éloigné, il y a peu de chances que vous ayez atteint la cible durant la période. Et ça va dépendre aussi de la vitesse de convergence de la méthode. On va revenir dessus dans la diapo juste après. Si on peut redistribuer, on ira plus vite et on aura plus d'établissements qui pourront atteindre la cible. Que si on reconduit les recettes historiques, on va revenir dessus juste après. Et dernier point, et Raphaël on a déjà parlé, c'est que cette dotation cible qu'on va donner en fin d'année, elle ne vaut pas pour toujours. Elle sera recalculée à l'issue de la période pluriannuelle. Donc, à chaque période
on envisage plusieurs périodes pluriannuelles et à chacune des périodes, on recalculera une cible en tenant compte de votre offre actuelle, de la transformation de l'offre qui aura été effectuée. Donc, sur cette étape, ce qu'on a retenu, c'est que cette période pluriannuelle dont on parle serait de 3 ans. Donc, on s'est dit que 3 ans, c'était suffisamment long pour que les établissements aient le temps de s'approprier ce nouveau modèle, c'est quand même un changement de paradigme, avec cette nouvelle dotation cible, ce principe de transformation de l'offre en fonction des besoins de la population. Voilà, il fallait un certain temps, mais on ne voulait pas non plus un temps trop long pour que cette dotation cible ait encore du sens à la fin de la période pluriannuelle. C'est pour ça que 3 ans est un bon compromis pour l'ensemble des acteurs. La diapo suivante, merci. Donc, toujours dans cette étape 4, ce qu'il faut qu'on acte encore, c'est le type de trajectoire. Il y a 2 trajectoires possibles pour passer de l'historique à la cible. Donc, c'est de là que va dépendre ce qu'on appelle la vitesse de convergence. Donc, il y a 2 possibilités. Soit on est dans une sécurisation forte. Quand on dit sécurisation forte, on sous-entend reconduction des recettes N-1 à 100%. Mais ça va impliquer une convergence plutôt lente. On va le voir ensuite avec les petits schémas. Ou alors, on part sur un principe de redistribution, c'est-à-dire qu'on va reprendre à des établissements qu'on considère comme plus financés, surdotés par rapport aux autres, pour aller combler le manque à gagner pour les établissements qui sont sous-dotés par rapport aux autres. Dans ce cas-là, ça implique une convergence plus rapide vers la cible pour les 2 établissements. Pour que ce soit bien clair, on a mis un petit schéma en dessous, donc avec à gauche ce qu'on appelle la sécurisation forte et puis à droite la redistribution. Donc, on a au départ, tout en haut, là, vous avez les 2 petits rectangles, c'est l'enveloppe régionale qu'on a à répartir. Donc, notre enveloppe, on l'a dit tout à l'heure, elle est composée de la reconduction des recettes N-1 au niveau régional, plus une enveloppe de mesures nouvelles. Donc, les recettes en bleu, les recettes N-1 en bleu et les mesures nouvelles en violet. En dessous, on vous a fait l'exemple de 2 établissements. L'établissement A, qui est un établissement sous-financé par rapport à la cible. On voit que sa barre de dotation populationnelle N-1 en bleu, elle est inférieure à la cible orange. Et l'établissement B à côté, à droite, qui lui est au-dessus de la cible. Donc, on voit que sa dotation N-1 en bleu est plus importante que la cible en orange. Donc, dans le cas d'une sécurisation forte, B ne perdrait pas de recettes, qui resterait stable par rapport à l'année précédente. Et A, par contre, évoluerait un petit peu à la hausse en lui distribuant une part des mesures nouvelles. Donc, on voit que les établissements qui gagneraient avec le modèle vont converger et les établissements qui perdraient, eux, restent stables. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une convergence lente. Dans le graphique de droite, dans un cas de redistribution, ce qui change, c'est qu'on va en plus redistribuer une petite quote-part de l'enveloppe N-1. On va reprendre un petit morceau à tous les établissements, mais qu'on va redistribuer uniquement aux établissements qui sont sous-financés par rapport à la cible. Donc, dans le petit schéma, on voit que l'établissement B, il a perdu un petit peu de recettes, il en a repris un petit peu pour aller l'allouer à l'établissement A en plus des mesures nouvelles. Donc, on voit que dans ce cas-là, B s'est rapproché un peu de la cible et A s'est également rapproché un peu plus vite de la cible. On est sur une convergence plus rapide. Donc, ça, c'est vraiment ce qui reste à acter, ce choix de la vitesse de convergence selon le niveau de redistribution et des modalités précises pour notre période pluriannuelle de 2026 à 2028. Ce qu'on a déjà retenu, c'est que le CECAR était favorable à une sécurisation partielle des recettes historiques. On appelle aussi le principe de désécurisation progressive.
Donc, voilà, pour conclure sur cette partie, donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, vous voyez en fait que la méthode, elle est construite, elle est quasiment aboutie, et il reste quelques principes stratégiques à arbitrer, donc qui seront soumis à l'avis du SICAR au mois de septembre. Donc, j'ai remis la liste ici, on en a déjà parlé, donc il reste la validation des critères populationnels, la question de la reconnaissance des autorisations dans la dotation populationnelle, et enfin, la question de la distinction entre les secteurs de financement. Ah, là, c'est tout. Voilà, je crois qu'on a terminé avec cette. Ok, donc on va prendre des questions dans le chat. Alors, première question, on nous demande la notion de territoire. On entend par notion de territoire, ça correspond à quoi? Alors, La région, le département, la commune. Alors, pour nos travaux, on est parti sur la maille la plus fine, à savoir le code géographique PMSI, donc qui est utilisé dans les données du PMSI. Ça correspond plus ou moins au code postal. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir le périmètre, le territoire que chaque établissement la cible de 3 ans peut-elle être revue? Au sein des établissements, les dynamiques sont parfois plus longues à déployer. Sinon, est-ce qu'il est possible d'adapter le terme de la cible en fonction des enjeux de chaque établissement? C'est à 3 ans. Dans ce qu'on imagine, on va recalculer la cible dans 3 ans. Oui, tous les 3 ans, on recalcule la trajectoire, mais la question qui est posée là, c'est que c'est peut-être trop court, 3 ans. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a eues en GT, même au CK. Un an, ça paraissait trop court, 5 ans, ça paraissait long, surtout parce qu'il peut se passer des choses en 5 ans, donc 3 ans semblait un bon compromis. Et justement, pour prendre en compte la dynamique des établissements, c'est vrai que la recalculer tous les 3 ans, ça paraît aussi un bon compromis. C'est pour ça qu'on était à peu près d'accord dans les discussions au sein du CK et du GT sur 3 ans. Est-ce que tu peux réexpliquer le principe de sécurisation versus désécurisation? Oui, alors, quand on parle vraiment de sécurisation, ça veut dire, oui, peut-être, ouais. Pour faire très simple, c'est qu'il n'y a aucun établissement qui perdrait des crédits par rapport à leurs recettes de l'année précédente. Donc, on a juste l'enveloppe de mesures nouvelles à répartir. C'est en ça qu'on dit qu'on est dans une convergence lente, parce que donc finalement, on n'a pas beaucoup d'enveloppe à notre main pour tendre vers la cible. Et donc, c'est aussi la difficulté dans ce cas-là, c'est que du coup, ça va être d'autant plus difficile de transformer l'offre s'il n'y a pas de moyens financiers qui va être versé aux établissements où on considère qu'il y a un besoin réel, voilà, il y a un besoin qui est plus important que ce qu'ils sont actuellement. Et donc, dans l'autre cas, la désécurisation, c'est en gros, c'est bon, on accepte de reprendre des recettes par rapport à l'année -1 pour les établissements qu'on considère comme surdotés par rapport à notre modèle de dotation populationnelle. Et donc, là, on va en reparler un petit peu après, mais quand on parle de désécurisation progressive, c'est de ne pas remettre en question, de ne pas fragiliser la trésorerie des établissements. Donc, ça serait d'accepter une perte, mais tout en la limitant. On va le voir ensuite, on serait sur une perte de 1%, 2%, mais pas au-delà. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de désécurisation progressive. On ne va pas reprendre une masse trop conséquente dès le début de l'application. L'idée des membres du GT du CECAR aussi, c'est d'y aller en douceur, effectivement, sur ces écarts, et notamment lorsque, dans le cadre de l'exemple du deuxième schéma, dans le cadre où la cible est inférieure à la note POP effectivement perçue actuellement, puisque je veux dire, c'est une dotation populationnelle qui a été calculée artificiellement par le national, pour laquelle on n'a pas eu la main, rien là-dessus, et vous non plus. Donc voilà, l'idée, c'est pas de pénaliser
de manière trop brutale les établissements qui seraient dans ce cas de figure un peu plus complexe. Je poursuis les questions et je viendrai après sur les mains levées. En lien avec ce qu'on vient de dire, dans le cas 1, alors je ne sais pas qui veut dire, mais à quel moment les crédits commencent à être retirés aux établissements qui sont au-dessus de la DP cible? Exemple qu'on vient de dire, ceux qui sont au-dessus. À quel moment on retire les crédits? Alors là, on va revenir dessus dans la campagne 2026, mais par anticipation, on a déjà repris, suite à l'avis du CECAR, un pourcentage de votre enveloppe, donc à tous, dans le cas où on partirait vers une redistribution. Donc, ça a été pris en amont pour pas que ce soit appliqué à la fin de campagne et donc mettre en péril les établissements concernés vraiment à la dernière. Ça, on va vous l'expliquer dans la troisième partie, qui est les modalités pratiques de mise en œuvre de ce modèle pour cette année. Ça rejoint cette question-là. Pourquoi des établissements sont déjà pénalisés via le mécanisme de sécurisation dès 2026? Alors, c'est tous les établissements de la région. C'est une mesure prudentielle de mise en réserve. Si le modèle est voté au second semestre, on va utiliser cette enveloppe qu'on a repris à tous les établissements pour redistribuer aux gagnants et ne rien enlever d'autre aux perdants. Si le modèle n'est pas voté ou un autre modèle est voté, d'autres calculs seront refaits et les répartitions pourront être différentes. Si aucun modèle n'est appliqué cette année, cette enveloppe reprise de manière prudentielle sera rendue en fin de campagne. Là, je ne sais pas si c'est une question. Le CECAR a décidé la sécurisation progressive, tout à fait. Une désécurisation progressive de 1,5 la première année, ce qu'on a appliqué lors de la campagne 2026, 3 en 2027 et 5 en 2028. Sans mettre en place la désécurisation avec l'augmentation de DP prévue pour 2026, pour les établissements qui sont en dessous. C'est exact, puisque effectivement, ce n'est pas encore voté par le CECAR. Pour l'instant, c'est juste une reprise. Et lors de la deuxième phase de campagne, quand le modèle sera voté, s'il est voté par le membre du CECAR, on donnera des crédits supplémentaires aux établissements gagnants et on n'enlève rien, puisque ça a déjà été fait en première phase de campagne, aux établissements dits entre guillemets perdants. Le CECAR n'a rien décidé encore aujourd'hui. S'il a décidé de la méthode et du rythme de désécurisation, par contre, n'a pas encore donné son avis sur le modèle régional définitif. Donc, c'est à suivre. Il y avait également une question sur est-ce qu'on se sert de l'outil ATH pour les pondérations? Alors, non, pour le moment, non. En fait, il faut savoir que tous nos travaux, on les a conduits avant les travaux nationaux. Donc, on était un peu en avance de phase là-dessus. Et donc, l'outil, il nous a été mis à disposition à la fin du printemps, début de l'été, je crois. Voilà. Et donc, nous, on a déjà construit notre méthode. Donc, ce n'est pas les mêmes. Après, comme Raphaël l'a expliqué, il y a énormément de points convergents. On est vraiment sur le même type de méthode. Mais donc, ça fait partie de nos travaux du deuxième semestre pour voir si on pourrait utiliser plus tard l'outil s'il correspond à tous les points qu'on a pu travailler avec le groupe de travail et puis le CECAR. Dernière question avant de passer aux mains levées. Concernant les PTS, les attributions de nouvelles activités d'expertise, qu'est-ce qui est prévu? Là, on ne peut pas vous dire actuellement. On est sur la dotation populationnelle dans le cadre de ce séminaire. Pour l'instant, c'est reconduction de ce qui existe, nonobstant des travaux qui existent au niveau de la DGOS là-dessus, pour lesquels on n'a pas de conclusion encore. De toute façon, là, on est focalisé sur la dotation populationnelle. Monsieur Yen, dans l'ordre des mains levées. Merci. Oui, j'avais 3 questions. La première, sur l'étape 1 que vous nous avez présentée tout à l'heure, vous avez parlé d'une estimation par type de recours. Et je voulais comprendre, ou en tout cas savoir, comment allaient être évaluées les pondérations
en fonction de ces types de recours? Parce que bon, qu'on fasse une estimation par type de recours, ok, mais comment sont définis les critères de pondération de ces types de recours? Ça, c'était ma première question. Si vous voulez, je vous pose les trois, puis je vous laisserai répondre. Comme ça, je ne monopoliserai plus la parole par la suite. Ma deuxième question, elle a trait à l'évaluation du périmètre. Je crois que c'était la slide numéro 2, enfin l'étape numéro 2 que vous nous aviez présentée. Et donc, vous parlez de rattacher le besoin aux établissements et l'objectif est de refléter le périmètre réel de prise en charge des établissements. Si je comprends bien ce qu'on est en train de nous présenter là, c'est cette définition de la dotation populationnelle. On parle des mesures nouvelles, on parle pas de la dotation populationnelle actuelle. On est en train de parler de l'évaluation de la répartition des mesures nouvelles. Et donc, moi, ce que je voulais comprendre, c'était comment on allait, comment était d'ores et déjà évalué le périmètre actuellement, comment est calculé le périmètre de calcul de cette dot populationnelle actuelle, avant de nous projeter sur la façon dont on va évaluer la dotation populationnelle cible en fonction des données 2025. Mais il y a bien une dot pop actuelle qui est celle que vous présentez dans l'étape 4 sur la DPN-1. Celle-là, elle est déjà calculée. Elle n'est pas calculée en fonction d'un périmètre d'activité. Donc, la question était de savoir un peu comment on va se faire cette transition et de quoi on part avant de dire vers quoi on va. Et puis la troisième, c'était simplement demander une confirmation. On est bien d'accord qu'on est sur une enveloppe fermée, c'est ce que vous nous présentez, et que pour faire écho à ce qu'on disait sur la première partie, cette enveloppe fermée, elle sera forcément amputée des activités à ouvrir, des nouvelles autorisations qui vont venir impacter l'ensemble de la dotation des mesures nouvelles pour l'ensemble des établissements. Voilà, c'était mes trois questions. Alors, moi, je vais commencer sur les premières questions. Pour les pondérations par type de recours, on vous a dit qu'on était encore en cours de construction. On n'a pas finalisé. On travaille dessus, mais elle ne s'est pas totalement encore aboutie. Je ne peux pas vous dire exactement. Après, l'idée, c'est de donner un poids, et ça rejoint la question de la reconnaissance des autorisations, c'est de donner un poids plus important aux besoins de recours infra-régional par rapport aux besoins de recours de proximité. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que le recours, au sein du recours de proximité, les personnes âgées seront mieux valorisées devraient être mieux valorisées que les personnes plus jeunes. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce qu'on n'a encore pas terminé les travaux. Sur le périmètre, alors peut-être pour réinsister, la dotation populationnelle L-1, en tous les cas telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a été construite à partir des recettes historiques de ce qui existait avant ce nouveau modèle de financement. Donc, comme Raphaël l'expliquait tout à l'heure, c'est la DGOS qui nous a fourni les montants. Donc, en fait, en gros, si vous êtes un établissement ex-DAF, c'est une partie de votre DAF. Si vous êtes un établissement ex-EQN, c'est une partie de vos recettes issues des prix de journée. Donc, il n'y a pas du tout de sens derrière de population, de périmètre. Il n'y a rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand on compare la dotation populationnelle cible à cette dotation populationnelle actuelle, on peut avoir des écarts assez importants parce que finalement, on est vraiment sur deux choses qui peuvent être totalement différentes. Donc, voilà. Et peut-être pour terminer sur le périmètre, je te laisserai la parole, sur le périmètre des établissements. L'idée, c'est vraiment de tenir compte au mieux, comme on vous a dit, on travaille sur la maille la plus fine, donc, qui est le code géographique PMSI. Et donc, on doit réattribuer à chaque établissement les codes géographiques qu'il couvre. Donc, pour ça, pour avoir des données, on a été regarder sur quel territoire vous preniez en charge en 2025. Voilà, c'est à partir de là qu'on réattribue les territoires aux établissements. Pour répondre à votre troisième question, effectivement, on est sur une enveloppe fermée, mais avec des mesures nouvelles chaque année, au moins jusqu'en 2028.
Voilà, on le sait. L'idée, c'est de prendre, autant se faire que peu, sur les nouvelles autorisations, de prendre sur cette enveloppe de mesures nouvelles. Après, il faudra voir au niveau des montants si c'est suffisant ou pas. Ce qui veut Voilà. dire, si je comprends ce que vous me dites, ça veut dire que si on autorise, enfin, si on finance dans cette dotation populationnelle, par les mesures nouvelles, les nouvelles activités, ça veut dire que, comment dire? Dans le cadre de la sécurisation, forte que vous nous montrez sur l'étape, qu'on voit à l'écran, là, sur l'étape 4, le tableau en bas à gauche, la partie violette, qui est là pour venir renforcer les établissements actuellement sous-dotés, elle va disparaître puisqu'elle va être consommée par les nouvelles activités à financer, puisqu'on est sur enveloppe fermée. Ça veut dire qu'on ne réduit pas les différences entre les surdotés et les sous-dotés. Puisque on peut partir du principe quasi évident que comme aucune des nouvelles autorisations ne sont comprises pour l'instant dans le financement des dotations populationnelles, l'intégralité ou la quasi-intégralité du montant des mesures nouvelles, elle va aller vers ces nouvelles dotations populationnelles, enfin vers ces nouvelles autorisations qu'il faut que si on doit les mettre en œuvre, on doit financer. C'est pour ça Tout à fait. qu'il y a deux Elle serait propositions. amputée. C'est pour ça qu'il y a deux propositions et qu'il faut également envisager une redistribution pour pouvoir atteindre la cible. Oui, dans la méthodologie retenue, à la fois on utilise les mesures nouvelles et à la fois on utilise le vecteur de redistribution. Mais en priorité, si on peut financer sur les mesures nouvelles, c'est vrai de passer là-dessus. Madame Dormeyer? Oui, merci. Pour revenir sur ce qui a été dit par rapport au CECAR, le CECAR décide, vous mesurez tous ici la complexité des données et des échanges. Je salue d'ailleurs le travail qui est réalisé par les groupes de travail pour que le CECAR se positionne plus facilement pour rendre ses avis. C'est important qu'on puisse accéder à l'entièreté des modélisations et des projections parce que comme c'est très complexe, ça demande de pouvoir se projeter et dans son activité, dans ses activités et dans son territoire. Donc je pense que c'est important qu'on puisse avancer sur l'accès à ces modélisations et ces projections, notamment pour éviter la survenue de biais, que ça soit par activité, par population, notamment en ce qui concerne la charge réelle de prise en charge en fonction de ces populations et des établissements dans lesquels elles sont accompagnées. Donc, c'est important que ces travaux qui sont présentés ici ne viennent pas, comme l'a dit M. Yem, à opérer du transfert d'enveloppe, mais notamment à être capable de mesurer le besoin en financement nécessaire sur nos territoires et par la spécificité dans tous ceux que vous aurez définis avec les codes que vous avez évoqués. Donc, je pense que c'est important que tout ça soit bien clarifié et qu'on puisse vraiment s'assurer, donc qu'on ne vienne pas créer de la difficulté là où il y avait besoin de soutien et que vous puissiez envisager des manières de corriger éventuellement les décisions qui pourraient être prises dans l'applicabilité du modèle. Et sur ce modèle, et vous parliez des sécurisations, c'est nécessaire de rester prudent du fait notamment de la complexité du modèle. On n'avait pas, il me semble, encore appliqué l'entièreté du modèle sur les mesures nouvelles. C'est une option qui reste encore possible. Il y a une période transitoire. Il faut vraiment être capable de se projeter avant de parler de désécurisation. Il me semble d'ailleurs qu'on est la seule région à en parler à ce stade des modèles. Ok, merci. J'ai pas bien saisi la fin, ça a coupé. On est la seule région à engager des hypothèses de désécurisation sur la DotPop. Oui, oui, peut-être. Oui. Bon, on n'a pas fait d'études comparatives à tout niveau.
Oui, parce que c'est une voie comme la sécurisation. Enfin, on a déjà eu ce débat en SECAR. Il y a d'un côté, pour atteindre la cible, si on veut vraiment sécuriser, on va mettre très très longtemps et les établissements gagnants sont un peu floués. Et inversement, avec la désécurisation, c'est plutôt les établissements perdants, qui se sentent floués. Donc, c'est pour ça que avec la désécurisation, on pouvait aussi jouer sur le rythme pour essayer de ne pas déstabiliser les organisations. Mais effectivement, enfin, je rejoins ce que vous venez de dire, c'est le résumé des échanges qu'on a eus. Dernière question sur le chat, et puis après on passe à la mise en application pratique dans le cadre de la C1, enfin la CI 2026. Si on est sur des vraies nouvelles autorisations, ok, c'est le national qui devra abonder les enveloppes régionales. Si en intra, on arrive à rééquilibrer les notes propres sur certaines bases, bien entendu. Ça, c'était vrai avant, mais maintenant, le national abonde nos enveloppes régionales avec les mesures nouvelles, dans le cadre d'une croissance ou dans le cadre d'un rattrapage. Lui, il ne regarde pas si on va ouvrir 20 nouvelles activités ou zéro. Hein. De toute façon, l'idée de la DotPop, c'est de donner de l'indépendance aux ARS et aux régions sur ce compartiment-là. Donc, en fait, lui, il délègue le montant total avec les mesures nouvelles et puis c'est à chaque région de s'adapter et de redistribuer en fonction des moyens et en fonction de son offre. La difficulté du modèle. J'ai compris que l'enveloppe d'épée pourrait varier selon le statut public ou privé. La réforme tarifaire fait que le public gagne 80% plus que le privé, alors que les SMR font tous le même travail. Il serait inacceptable aussi de reprendre ce principe pour l'ADP qui est la réponse aux besoins sanitaires, qui est le même pour tous les établissements de santé. Alors, jusqu'à très récemment et dans toutes les discussions SECAR, on n'a jamais fait la distinction public-privé. Pour nous, la réforme, c'est une harmonisation des deux secteurs. Il s'avère depuis peu, avec l'outil ATIH, et les discussions nationales, l'outil ATIH distingue les deux. C'est une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté. Nous, on n'en avait jamais parlé. Donc, effectivement, si on en a parlé, c'est que il faut aussi le mettre dans la balance. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer en région. On va aussi le soumettre au SECAR. Mais cette distinction publique-privée, faut savoir, de ce que j'ai compris, parce que l'outil ATIH est très récent, il date de fin mai, début juin, on peut paramétrer l'outil en proposant une distinction publique-privée. Ouais. C'est vrai. Mais pour l'instant, on n'est jamais parti là-dessus dans nos travaux préliminaires et même dans nos discussions avec la FHF, mais ce sera un débat dans nos travaux avec le SECAR, pardon. Mais ce sera un débat qu'il va falloir qu'on ait. Voilà. Et puis, après une remarque sur si le national n'abonde pas les activités nouvelles, passons à un financement totalement à l'activité. Ça, je ne peux pas répondre à cette question qui relève plus de nos dirigeants. Alors, troisième partie, donc sur la mise en œuvre pratique dès cette année. Et puis, il y a quelques subtilités pour vous expliquer un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez sûrement aperçu dans vos arrêtés de dotation. Je vais laisser la parole à Alice François dans un premier temps, puis Christelle viendra compléter par rapport à la campagne budgétaire. Merci. Donc, pour la campagne 2026, donc on a déjà commencé à faire des simulations, donc en partant donc, sur une période de 3 ans, avec donc les données qu'on utiliserait pour 2026. Les chiffres qu'on vous montre ici, il ne faut vraiment pas les prendre pour acquis, c'est vraiment des résultats provisoires, mais ils ne sont pas actualisés par rapport aux dernières questions qu'on peut se poser, et donc comme on vous l'a dit, la méthode, elle n'est pas encore totalement, en tout cas tous les points ne sont pas totalement arbitrés, donc, et ils dépendent, vraiment les résultats dépendent très fortement des principes qui seront retenus au mois de septembre. Mais en tous les cas, ça permet quand même d'avoir une première vue des impacts
Donc, ce qu'on observe, en fait, quand on fait les simulations, c'est qu'on a des écarts quand même assez significatifs par rapport à la cible, donc entre les dotations populationnelles actuelles et la cible. On a la moitié des établissements qui gagneraient et la moitié qui diminuerait en recettes. Sachant que ce soit l'un ou l'autre, il y a les 2/3 des établissements qui ont une hausse quand même assez significative. Quand je dis significative, j'entends plus de 5%. Donc, on a regardé pourquoi les établissements gagnent ou perdent. Donc, pour ceux qui gagnent, c'est la plupart du temps, quand même très majoritairement, le fait, en fait, de l'ancien modèle de financement, où que ce soit la DAF ou les bouts de journée, qui étaient historiquement sous-évalués. Clairement, on le voit, pour ceux qui avaient des petits DAF et des petits prix de journée, eux, le modèle est avantageux. À l'inverse, pour les établissements qui perdent des recettes, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est aussi des recettes historiques qui étaient historiquement surévaluées, donc pour la DAF, pour les prix de journée historiquement élevés par rapport aux autres établissements. Et on observe également des modifications, alors là surtout pour les établissements ex-DAF, des modifications du périmètre d'activité à la baisse, où il n'y avait pas eu forcément de recalibrage des anciennes DAF. Donc, on observe vraiment une différence entre la DAF qu'ils avaient avant et puis finalement ce qu'ils produisent et ce que nous, du coup, on leur apporte, le besoin qu'on leur attribue. Voilà. Voilà, donc on voit bien que comme les écarts sont significatifs, ça induit une trajectoire progressive. Donc, en 2026, l'enjeu, c'est vraiment d'engager une première étape de convergence, que ce soit le plus visible et le plus progressif possible. Donc, avec l'idée, on l'a déjà dit, que la cible sert de repère, que l'écart à la cible ne sera pas appliqué en une seule fois. C'est vraiment un point, on est sur une convergence pluriannuelle et comme on l'a dit, on n'atteindra pas forcément la cible au bout de ces 3 ans-là. Et donc, le rythme de cette convergence va dépendre du niveau de redistribution retenu. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est sur une sécurisation forte et donc il n'y a pas de perte pour aucun des établissements, mais donc on ne va pas très vite, ou alors du coup, on redistribue un petit peu de recettes pour aller un peu vite. Sachant que vraiment, le principe quand même qui est fondamental, c'est que la méthode doit préserver quand même la soutenabilité financière des établissements. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose de progressif. L'idée, c'est de se rapprocher de la cible, mais de façon soutenable pour les établissements. Donc, ce qu'on vous affiche ici, on vous affiche ici 2 scénarios. Alors, vraiment, le scénario minimal et le scénario maximal, vraiment, sachant qu'au milieu, il y a un éventail de scénarios possibles. Le scénario maximal, c'est une désécurisation progressive avec une perte limitée à 2,5. C'est quasi sûr qu'on n'ira jamais au-dessus de toute façon. Ça serait vraiment le maximum. Et donc, si on va à 2,5%, donc c'est 2,5% en 2026, donc de perte limitée, ça veut dire que les établissements qui perdent ne peuvent pas perdre plus de 2,5. Et donc, les autres les établissements qui gagnent ou ceux qui perdent moins, eux, ils auront, du coup, ils pourront évoluer. Il n'y a pas de limite pour les autres cas. Dans ce scénario-là, il y a une désécurisation à -5 en 2027 et à -10 en 2028. C'est affiché en bas. Quand on regarde les simulations, ce scénario, vraiment que le scénario maximal, il permettrait à 50% des établissements de s'approcher de la cible en 3 ans, vraiment d'être assez proche. Donc, on voit qu'avec ce scénario-là, il y aurait la moitié des établissements qui se rapprocheraient. Il n'y aurait pas tous les établissements. Sur les évolutions annuelles, elles seraient comprises, donc elles seraient limitées à -5, comme on l'a dit. Et puis pour certains établissements, ça pourra aller jusqu'à +30%. Ça, c'est vraiment le scénario maximal. Ce n'est pas forcément celui qu'on retiendra. À l'inverse, de l'autre côté de l'éventail, on a le scénario minimal. Donc là, le scénario minimal, c'est une reconduction des recettes historiques pour les 3 années, 2026, 2027, 2028. Là, au bout de ces 3 ans, on n'aurait que 15% des établissements qui seraient proches de leur cible en 3 ans. On voit clairement que si on ne redistribue pas, on aura plus de mal à s'approcher de la cible.
On a estimé que le rattrapage complet, il se ferait au moins en 10 ans, voire même plus, et en plus, ça dépendra des mesures nouvelles qu'on aura à disposition. Et enfin, donc, pour les évolutions annuelles, elles sont comprises entre 0%, vu que pas de perdant, et plus 20% pour les plus élevés. Donc, par rapport à ça, donc, comme on l'a dit, hein, le SECAR a rendu un avis favorable à une désécurisation progressive, donc au SECAR d'avril. Donc, ce qui permettrait de suivre les recommandations nationales sur la nécessité de réformer l'offre sanitaire, d'envoyer un signal clair de convergence, tout en maintenant un amortisseur financier, étant donné qu'on limiterait la perte, voilà, un petit pourcentage, et d'assurer la lisibilité du pilotage. Ça permettrait à la fois donc, de se rapprocher de la cible à moyen terme, et puis ça induirait aussi un enclenchement de la phase de transformation de l'offre. On imagine bien que c'est difficile de se transformer si les établissements pour lesquels le modèle prévoit une dotation supplémentaire ne reçoivent pas ces montants. Voilà. Et je laisse la fin. Tu vas le dire, Christelle. Oui, sur la désécurisation progressive, puisque le SECAR a voté un rythme très progressif, ou dégressif. En tout cas, c'est 1,5 la première année, 3 la deuxième, 5 la troisième. Par rapport au scénario qu'on vous a montré avant, sur lesquels nous, on avait fait des simulations, on est sur un entre-deux. Je profite qu'on parle de ça parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que c'est cumulatif? C'est la désécurisation. Oui, exactement. Sur les c'est 3 années. Cumulatif à chaque coup, c'est par rapport à l'année N-1, la perte. Non, c'était la question. Non, oui. Et là, pardon. Sur la campagne budgétaire 2026, notre enveloppe régionale, pour rappel, elle est de 181 millions toute l'année. Elle a été fixée par la première circulaire de campagne, les références sont indiquées, paru le 1er juin. Et le total de cette enveloppe se partage entre la part reconduite de 177,02 versus les mesures nouvelles à 4,92 millions d'euros. Tu peux voir. Oui, ok, excusez-moi. Donc, la part reconduite à 177,02 et les mesures nouvelles à 4,92, telles qu'affichées dans la circulaire. Ensuite, dans le détail des mesures nouvelles, la forfaitisation et la revalorisation des astreintes en mesures nouvelles RH pour 20 000 euros en ex-DAF, enfin, on les appelle ex-DAF ou ex-DG. Bon. J'aurais plutôt tendance à dire pour les établissements publics de santé, voilà, c'est vraiment très minime comme mesure nouvelle RH cette année. La région Bourgogne-Franche-Comté a effectivement bénéficié d'un rattrapage en dotation populationnelle. J'ai mis psy, excusez-moi, décidément, comme on passe d'un sujet à l'autre, de 2,75 millions d'euros. Et l'enveloppe de croissance socle pour notre région et qui existe dans chaque région, elle s'élève pour nous à 2,15 millions. Donc en dotation initiale, il y a eu donc une mise en réserve prudente qui a été effectuée suite à l'avis du CAR et pour essayer de lisser l'effet pour des établissements qui seraient éventuellement amenés à être confrontés à la désécurisation dès 2026 et sans retour de crédit en fin d'année 2026. Donc, cette dotation initiale a été notifiée par arrêté du
juin, comme ça vous avez pu le voir. Je vous rappelle les chiffres régionaux tels qu'ils ont été notifiés à ce stade aux établissements. On voit cette enveloppe de mise en réserve de 1,5% appliquée à tous les établissements de la Bourgogne-Franche-Comté uniformément par rapport à leur dot POP SMR 2025. Donc, moins de 21 millions. La dotation de transition, j'ai juste précisé, pour rappel on est à la tranche à 50% cette année, ce qui, avec les plus et les moins des uns et des autres dans la région, représente une enveloppe régionale de 790 000 euros négative. Et puis, pour les prochains quarts SMR, ma collègue Lise François y reviendra. Donc, j'ai indiqué les dates du 10 septembre puis le 5 novembre 2026 et la décision ARS sur les modalités d'allocation sera prise à la suite de ces avis des membres du quart SMR. Et enfin, donc, pourra être prise la décision modificative pour notifier tous les crédits 2026 qui restent à allouer, à savoir la petite enveloppe de mesures nouvelles RH, la croissance socle, le rattrapage de la région BFC et la redistribution de la mise en réserve effectuée au moment de la dotation initiale. Merci Christelle. Donc, terminé sur cette partie. Et là, comment va se présenter la fin de campagne? Donc ici, on vous a mis le calendrier, mais que Christelle vient de préciser, vraiment pour comment dire, vous présenter comment on va répartir donc, cette mise en réserve à les mesures nouvelles. Donc, le 10 septembre, il y a le CECAR donc, qui donnera un avis sur les principes stratégiques de la méthode, donc ce qu'on a vu en deuxième partie, où il y a notamment les critères populationnels. Ensuite, on mettra à jour nos simulations donc par rapport à la méthode qui sera aboutie avec les derniers principes retenus, et on proposera donc plusieurs trajectoires pour permettre au CECAR de rendre un avis final sur l'application de ce dossier de la méthode au mois de novembre. Donc vraiment en posant la question, est-ce qu'on applique cette méthode sur la période 2026 et 2028? Si oui, avec quelle trajectoire? Ensuite viendra la décision finale de la DGARS qui aboutira à une notification complémentaire au mois de décembre, qui sera donc la notification finale. Et à la suite, on pourra afficher donc une trajectoire 2026-2028 en vous communiquant. L'idée, c'est vraiment de vous communiquer un maximum d'éléments pour que vous puissiez comprendre le positionnement de vos établissements, comment la notation a été calculée. Et puis, ça engagera également un suivi renforcé pour les établissements qui seraient en situation fragile par rapport aux résultats. Merci. Donc, c'est fin de la troisième partie. Donc, on va passer aux questions. Question pour toi, Christelle. La compensation CNRACL se trouve-t-elle? En tout cas, il n'y a pas d'enveloppe CNRACL dans la dotation populationnelle. D'accord, c'est ailleurs. Forcément, sur les autres enveloppes, sur la connaissance, c'est dans les enveloppes de APCMR pour ce qui concerne les SMR. Normalement. Merci. Monsieur Yem, à vous. Oui, j'aurais voulu revenir sur la slide de 19, s'il vous plaît. Où vous nous présentez effectivement les établissements qui vont bénéficier ou qui bénéficieraient d'un écart significatif à la hausse comme à la baisse. Et il y a cette phrase sur la modification du périmètre d'activité à la baisse avec des fermetures de lits. Que je veux être sûr de bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que, parce que dans l'évaluation que vous avez donnée, on parlait tout à l'heure du périmètre, d'évolution du périmètre, il n'y avait pas de notion de lit. En revanche, il me semble que dans les dotations populationnelles actuelles, la dotation populationnelle actuelle était en fonction d'un volume de lits. Donc, si je comprends bien, en faisant évoluer les dotations populationnelles et en suivant la trajectoire cible, ceux qui avaient des lits fermés
et qui bénéficient actuellement d'une dotation populationnelle vont effectivement voir baisser leur dotation populationnelle, ce qui est logique. Ce que je trouve moins logique, et peut-être qu'il faudra faire l'évaluation de ce que ça représente, c'est que sur les 3 années qui viennent, quelle que soit la solution choisie de convergence, on va garder la dotation populationnelle actuelle, qu'on va faire évoluer, mais dans cette dotation populationnelle actuelle, il y a déjà le financement de ces vides. Et donc, quelque part, c'est pour l'ensemble des établissements, c'est un manque à gagner de répartition qui peut, je n'ai pas les chiffres parce que voilà, on n'a pas encore mesuré le volume que ça représentait, mais c'est quelque chose qui finance une activité qui n'existe pas en dotation populationnelle. Donc peut-être il faut qu'on ait aussi cette évaluation de volume de ce que représente ce financement de l'IFERMI actuellement. Alors, voilà, pour ce qu'on disait là, en fait, c'est par rapport à la dotation populationnelle actuelle qui est calculée sur les recettes historiques. En fait, pour certains établissements, et notamment donc les établissements avec anciennement des dotations DAF, avaient pu avoir une diminution de leur baisse de lit, notamment certains établissements avec une diminution assez conséquente, c'est pour ça qu'on les a repérés, mais sans recalibrage de leur DAF historique. Donc, aujourd'hui, quand on calcule les nouvelles dotations populationnelles, on s'aperçoit d'un écart assez conséquent avec la cible qu'on calcule et l'ancienne dotation, qui en fait était une ancienne dotation qui était basée sur un capacitaire qui n'existe plus. Dans les cas qu'on vous énonce là, c'est des établissements qui ont pu vraiment perdre peut-être pas loin de la moitié des lits ou quelque chose d'assez très conséquent. Dans ces slides, c'est des pistes de réflexion qu'on met. C'est des pistes de non-réflexion pour expliquer pourquoi il y a des établissements en baisse, pourquoi il y a des établissements en haut. Peut-être que c'est un petit peu de tout ça, peut-être que c'est plus une piste plutôt qu'un autre, peut-être qu'on a oublié des choses, mais voilà. Mais, de toute façon, comme je le disais au début, là, notre calcul de la nouvelle dotation populationnelle, c'est rompre avec l'historique, c'est rompre avec le passé. Voilà. Là, ce que disait Lise, c'est qu'historiquement, on a peut-être un établissement qui avait une DAF qui datait de 2010 alors qu'il avait une capacité X, et en 2024, sa capacité, elle n'est plus du tout la même, et pour cela, elle a toujours eu la même DAF. Donc, Oui. ce qui peut expliquer quand nous, on fait notre simulation sur la base d'indicateurs populationnels et pas de capacitaires, de se dire, mais pourquoi baisse autant, quoi. Enfin, pourquoi il est dans cette situation. Voilà. Et dans ce cas-là, finalement, l'écart qu'on observe, c'est plus dû au fait que c'était les recettes historiques qui n'étaient pas adaptées que la cible. Voilà, c'est vraiment. Et d'où la question de dire est-ce que ces recettes qui ne sont pas adaptées doivent rester dans la base de départ? En fait, moi ce dont je veux vous parler, c'est de la planche d'appel. On part d'une planche d'appel que vous nous avez montré, la DotPop N-1. C'est déjà cette planche d'appel-là, peut-être qu'il faut regarder. Eh ben, c'est pour ça que on propose deux trajectoires, soit une trajectoire où on reconduit l'historique, soit où on fait de la redistribution. Donc, si on fait de la redistribution, ça veut dire que ces établissements-là, ils vont voir leurs recettes à la baisse pour une bonne, clairement là pour une bonne raison, parce qu'elles étaient plus, elles étaient pas bien calibrées par rapport finalement à la réalité de leur activité. Et c'est pour ça que c'est la dotation populationnelle, elle prend en compte l'activité de l'établissement, parce que pour moi, elle prend en compte le besoin en santé, la réponse de l'établissement aux besoins de santé. Alors exactement. Et par contre, c'est dans la contribution qu'on rattache le besoin aux établissements. Là, si on est sur un petit établissement qui ne prend en charge que quelques territoires autour de lui, on tient compte du fait que ça reste un petit établissement et que du coup, il va contribuer à quelques territoires. On tient compte de ça.
Je fais une remarque de compréhension, vous me direz si j'ai raison, mais quand tu disais sur la dotation populationnelle, tu allais sur un sujet qui est les lits qui sont fermés, non pas parce qu'il y a une baisse du besoin, mais parce qu'il y a un contexte qui fait que les soignants ne sont pas suffisants pour assurer la prise en charge. Moi, je vois un besoin, et vous me direz si j'ai raison, c'est qu'il y a un établissement qui a sa dotation populationnelle qui diminue. L'explication, c'est il est surdoté, enfin, le besoin en face n'est pas suffisant, le besoin sanitaire en face n'est pas suffisant. Et donc, le seul moyen qu'il aura de rééquilibrer ses finances sera de diminuer son activité en fermant des lits. Ça, c'est ma compréhension de la dotation populationnelle. Est-ce que j'ai raison? Nous, dans nos raisonnements et méthodes de dotation populationnelle, on ne raisonne pas sur des lits plus, moins. Non, on est sur Non, une mais méthode. quand je dis des lits, c'est une activité, c'est pas, peu importe. C'est-à-dire, si on a une dotation populationnelle qui baisse, ça veut dire qu'on a trop d'activités. Et pour l'instant, Ou une activité qui est disproportionnée par rapport aux besoins. C'est une première dotation populationnelle cible avec notre méthode. C'est la première. On va vous dire si elle baisse ou si elle monte. On part d'une situation de départ calculée par le national sur lequel nous, voilà, on veut rompre avec ce calcul qui se base sur un historique qui peut être décorrélé de la réalité en 2024 parce que cet historique de financement il remonte à 2010 ou avant. Donc nous, on va calculer une dotation populationnelle cible à un établissement et on ne va pas la calculer en fonction qu'il a 12, 20, 40 ou 60 lits. En fonction des indicateurs populationnels qui vont tourner dans le modèle, qui vont nous donner un recours. Ah non, mais attendez, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Je suis désolé, tout ça, on a bien compris. Oui, je pense aussi qu'on ne parle pas de la même chose. On parle de dotation. Non, mais ce que je veux dire, vous avez un établissement qui a une dotation populationnelle qui diminue de 50%, disons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, c'est ce qui est marqué sur cette slide. Voilà, mais en fait, une DAF historiquement élevée, des prix de journée historiquement élevés. Pourquoi historiquement? Parce que c'est des recettes l'établissement a perçues dans les années antérieures. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas pour dire qu'il a trop perçu ou il avait des prix de journée trop élevés. Non, c'est un constat. C'est que voilà, historiquement, il a eu cette prix de journée, historiquement, il avait cette DAF. Mais le fait est qu'avec le calcul d'indicateurs populationnels, c'est trop élevé par rapport à notre modèle. Et pour ajouter à ça, c'est dans le cadre d'une redistribution équitable entre les établissements. Maintenant, on applique la même règle de financement. Ouais. Et c'est aussi dans les établissements qui vont perdre, c'est les établissements en fait, qui étaient mieux financés auparavant par rapport aux autres. Oui, là, l'idée, mais je vous offre une façon de voir les choses. Et là, je parle purement économie. C'est moi, si j'ai une dotation populationnelle qui diminue de 50%, je n'ai qu'une seule solution pour survivre, c'est de diminuer mon activité de 50%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, l'idée aussi ici, c'est d'imaginer une retransformation de votre organisation. Ce qu'il faut aussi avoir derrière, c'est qu'on ça vous embête ce que je dis ou pas? Parce que là, ça vous embête ce que je dis qu'on ferme des lits? Parce que oui, voilà, c'est le Stéphane Guilvin qui dit bien, c'est réduire les effectifs en parallèle. C'est-à-dire, j'ai moitié moins d'argent pour financer mon activité. Ma seule solution, c'est je réduis mon personnel, mes trucs RH. Donc derrière, je diminue mon nombre de lits. Et ça correspond aussi avec la philosophie de la dotation populationnelle, c'est qu'on répond aux besoins. Donc, si mon activité, si le besoin est finalement inférieur à ce qu'on avait évalué auparavant, alors je dois diminuer mon activité. Alors ça, effectivement, en fait, dans les éléments qu'on vous apportera, on vous précisera comment se situe votre établissement entre l'activité et le besoin. Donc, si du coup, le modèle dit effectivement que votre établissement a un recours qui est plus important à ce qu'on estime, du coup, effectivement, vous pourriez fermer réduction. Mais après, ça va dépendre. En fait, on va vous donner. Il pourrait, pour vivre, on n'aura que cette solution. On n'a que cette solution, parce que sinon vous mourrez.
d'éléments pour comprendre en fait votre positionnement. C'est pas uniquement, c'est un peu de tout, c'est ce que disait Raphaël, c'est un peu de tout. Ça peut être des recettes un peu élevées, ça peut être aussi un besoin finalement qui est moins important par rapport au reste de la population du territoire. Ça peut être un ensemble de choses et ça, on vous apportera vraiment des éléments pour Oui, non, mais au fin du fin, si j'ai moins d'argent, je peux pas vivre avec moins d'argent parce que déjà les établissements sanitaires sont à peu près à l'équilibre, voire déficitaires. Si vous nous enlevez la moitié de nos revenus sur la dot pop, soit on ferme, soit on diminue de 50% notre activité pour avoir des RH, voilà. Alors, Et oui, peu importe l'origine, hein, si la DAF est trop élevée, le prix de journée est trop élevé, chose que je connais personnellement, hein. Mais je suis en train de réfléchir aux solutions qu'on a face à cette baisse de la dotation populationnelle, parce que c'est quand on a regardé les chiffres des simulations que vous avez faites, il y a des établissements qui perdent jusqu'à 80% de la dotation populationnelle. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais c'est des cas très particuliers. Mais de toute façon, on n'enlève pas 80% d'un coup, puisque c'est un 5. Non, j'entends, mais bon, il n'y a pas de miracle, hein. D'accompagner le changement et d'accompagner la réflexion sur les situations individuelles problématiques. Parce que là, vous citez les extrêmes. Effectivement, il y a des extrêmes à la hausse, mais des extrêmes à la baisse, mais il faudrait regarder la distribution. Oui, non, mais les extrêmes, on va de plus 50 à moins 80. Ça, c'est les extrêmes. C'est des cas particuliers. Et oui, justement, des situations individuelles à regarder et qu'on regardera avec l'établissement. Et la désécurisation progressive fait qu'on n'enlèvera pas 80% d'un coup et qu'on ne donne pas 50% d'un coup à l'établissement qui a plus 50, même si lui aurait bien voulu, je pense. Question sur le chat. Pour calculer le moins 1,5%, vous ne tenez pas compte de la dotation de transition. Pourquoi? Parce que la dotation de transition, pour des raisons de facilité, je ne sais pas, pour des raisons techniques, de délégation aux établissements, elle a été mise dans le compartiment de dotation populationnelle. Mais en fait, c'est deux choses différentes. La dotation populationnelle et la dotation de transition sont deux choses différentes. Au niveau du mécanisme d'allocation de ressources avec l'outil national, il avait été décidé de l'intégrer. Voilà, ça aurait dû être un compartiment à part, ça aurait été plus lisible, mais en fait, c'est normal qu'elle soit exclue. On est sur la dotation POP stricto sensu. Je précise que le CAR ne décide rien, donne un avis à l'ARS, tout à fait, et après, la DG décide de suivre l'avis. Voilà. Effectivement, elle donne un avis, un éclairage à la décision finale qui revient à la DGARS. Si la DP cible est vraiment inférieure à la DP actuelle, on ne pourra de toute façon pas facilement transformer des lits d'hospitalisation complète en lits HP moins onéreux. C'est dans le cas du suivi. Enfin, voilà, on va y avoir après un suivi renforcé pour les établissements qui sont très fragilisés. Donc, ça rentrera probablement dans ce cas-là si c'est vraiment très inférieur. On est toujours dans la même optique de progressivité ou de dégressivité, de faire amortisseur. On ne va pas vous demander d'un jour ou d'une année sur l'autre à transformer des lits ou un nombre de lits en HC, en HP. Enfin, comme on dit, comme disait, si je reprenais l'exemple le plus parlant, le plus criant sur le modèle de désécurisation progressive, pour l'établissement qui gagnerait le plus, il faut 10 ans pour rattraper. Donc, on est vraiment sur un chemin, une atteinte de la trajectoire qui est progressive et lente pour justement faire un effet d'amortisseur en priorité pour les établissements qui seraient en difficulté avec notre calcul de DP de façon modèle régional. Il faudra vraiment s'interroger sur les extrêmes d'un bord à l'autre, car cela dénote d'une situation atypique. Oui, on est tout à fait d'accord. Si l'établissement qui a moins 80% sur d'autres POP, on peut effectivement, comme ça, de manière théorique, se poser la question à sa réponse aux besoins à la population sur son territoire où il est. Ça, c'est une discussion qu'on pourra enclencher avec lui. Effectivement, il y a vraiment, si on veut vulgariser la chose, pour dire, il n'apporte pas la bonne réponse à la population à cet instant T. Donc, c'est quoi la bonne réponse?
Voilà, plus d'autres questions pour l'instant sur le webinaire. On arrive sur la conversation, on arrive à la fin de notre webinaire. Tout ça pour se projeter sur la suite. Donc, le deuxième semestre pour finaliser la méthode régionale. Donc, avec le CECAR, si le CECAR valide je parle toujours au conditionnel, hein, si le CECAR valide en septembre les indicateurs, on pourra, comme l'a dit Lise, refaire des simulations d'impact à jour qui seront transmis aux membres du CECAR avant le prochain de novembre pour que celui puisse voter en novembre en tout état de cause sur l'application en 2026 du modèle régional ou non. Et si à la fin, c'est le modèle régional, la décision ARS est d'appliquer le modèle régional en 2026, on pourra, sur la base de nos calculs, vous donner la trajectoire sur 2028 et communiquer à chaque établissement sur son positionnement par rapport à ces trajectoires, lui dire s'il est proche, si l'écart il est grand, moins grand, pardon, et réfléchir avec lui ce qui est attendu en termes de mesures correctrices s'il y en a besoin. Et en parallèle, ce qui est la nouveauté depuis quelques semaines, c'est qu'il faudra aussi qu'on s'approprie, qu'on fasse des simulations avec le nouvel outil national pour voir s'il y a des grosses différences entre le nôtre et le leur au niveau des résultats. Parce qu'il est vrai que comme ça, sur la théorie, on est un peu sur le même système macro de réattribuer un besoin à un établissement sur un territoire. Bon, après, il y a quelques différences au niveau de certains indicateurs non connus, mais en même temps, l'outil ATH, il est souple. Hein. L'idée, c'est de le moduler. On peut mettre des indicateurs en plus, en moins. Donc, il faut aussi qu'on s'approprie ce nouvel outil et qu'on le présente au CECAR. Et in fine, quelle que soit la méthode retenue, s'il y a une méthode retenue cette année, puisque l'outil national ATH, il est aussi sur une trajectoire. Ça, c'est l'ARS qui choisit la durée de cette trajectoire. Donc, si on reste sur 3 ans, et in fine, si les méthodes retenues sont votées et validées par l'agence, eh ben, ce sera installer la trajectoire sur 3 ans. Ce sera la première période de 3 ans de trajectoire d'OTPOP. Donc, ce sera un accompagnement auprès des établissements, et notamment peut-être les établissements les plus extrêmes aussi, afin de les aider à comprendre leur cible, d'anticiper leur trajectoire et d'inscrire leur projet, d'inscrire leur solution peut-être dans le cadre de ce nouveau cadre. Tout ça pour rappeler que même si ça reste très, très statistique et mathématique à la base pour répartir une enveloppe financière, derrière ça, il y a quand même tout un travail d'objectiver des soins, de faire évoluer l'offre, accompagner les établissements sur la transformation de l'offre. On n'est pas sur une nouvelle modalité financière, on n'est pas sur une nouvelle modalité de répartition financière, même si c'est son premier rôle, mais il y a quand même un deuxième rôle plus qualitatif derrière, où l'objectif est aussi d'essayer de faire évoluer l'offre en fonction des besoins qui ont été objectivés dans le cadre des études et des indicateurs statistiques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole souhaitées, voulues, ou si il ne reste qu'à vous clôturer ce webinaire. Alors, il a été enregistré, hein, donc on verra comment on va envoyer le lien, et puis on pourra aussi envoyer le support de présentation dans les jours qui viennent. Transmis à quel moment? Dans les prochains jours, avec le lien pour avoir accès à la vidéo pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter ce matin. Merci à toutes et à tous pour votre participation, en espérant avoir répondu à la majorité de vos interrogations à l'heure actuelle. Et puis, le travail se poursuit et continue.